François Rieusec, donc président de l'UNAM, vous êtes vraiment concerné par cette évolution de la loi climat et résilience. Vous êtes concerné par effectivement cette limitation du développement des villes, des territoires sur les terres agricoles, puisque c'est comme ça que depuis 60 ans, les villes se développent partout en France. Et on voit à quel point c'est compliqué aujourd'hui d'imaginer les choses différemment. Comment vous voyez l'évolution de l'aménagement, puisque les besoins de logement sont toujours là, on évoquera le logement après. Comment vous voyez effectivement cette évolution de l'aménagement dans le cadre de cette transition ? Oui, je crois qu'avant toute chose, on peut reposer les enjeux et vous donner quelques chiffres. On considère que la France va avoir le maximum de sa population, 75 millions attendus en 2050, et avec les phénomènes démographiques de décohabitation, de populations étrangères qui viennent chez nous, et puis toutes ces naissances, on a un besoin qui est cumulé de 12 à 15 millions de logements à construire. C'est ce qui, d'ici une trentaine d'années, donc on a un enjeu colossal par rapport aux 32 millions de logements existants. De la même façon, je m'étonne qu'on parle de... On a un petit côté, c'est votre terme de frange, c'est pas un reproche, un petit côté un peu misérabiliste, vous savez, les franges effilochées. Quand on a un vêtement effrangé, c'est qu'il n'est pas loin de craquer, alors qu'on a un dynamisme exceptionnel. Ouais. Et la problématique de tous les opérateurs, de tous les professionnels, là je reviens du Congrès européen des promoteurs, où la France est le numéro 1 de la construction en Europe. On fait 400 000 logements, 430 000 les bonnes années, là où les Allemands n'en font pas 250 000 et les Anglais 180 000, je crois. Enfin, pour vous dire un petit peu l'échelle de notre dynamique européenne. Et on se trouve à parler de réhabilitation, de franges, etc., alors que le problème pour les opérateurs, c'est d'avoir le droit de travailler. Ouais. Donc on est un peu paradoxal, mais c'est pas le centre de votre sujet. Je dis ça simplement pour dire qu'on a des moyens de faire. Et l'objet de l'aménagement, c'est de regrouper les moyens de faire là où il y a une demande. On a du mal à intervenir là où il n'y a pas de demande. Et on est un peu inquiet de voir des sommes colossales investies dans des puits sans fond où il n'y a pas de la dynamique de l'emploi. Grosso modo, c'est bien l'emploi qui crée la demande de logement, qui crée l'attractivité des territoires. Et donc, moi, plutôt que de parler de franges, je proposerais de parler d'archipel métropolitain ou d'archipel urbain. C'est-à-dire qu'on travaille depuis 30 ans sur des petites communes qui sont devenues des villes moyennes, qui sont des villes très structurées, qui ont tous les équipements, collèges, lycées, écoles, on n'en parle même plus. Donc on a une structure véritablement d'archipel, de villes qui ont, pour bien connaître un certain nombre de territoires, qui ont parfois des ratios d'emploi sur habitants de 1 pour 1. Oui. Donc ce qui veut dire que la question des trajets ne se pose plus du tout de la même façon aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a de moins en moins de trajets pendulaires, et quand on fait l'addition des trajets, quand on fait la comparaison des trajets pendulaires, on se rend compte que il y en a pas, enfin que la moyenne reste très supportée par nos concitoyens, et que les trajets pendulaires en France sont la moitié des trajets pendulaires en Europe. Donc on n'est pas du tout dans une vision misérabiliste, et je voudrais que s'il y a des élus, et puis vous qui êtes notre ministère, madame, soyons fiers collectivement, nous avons d'énormes moyens, la question c'est comment faire. Alors pour rentrer dans la question que vous me posez, effectivement, nous répondons, le métier d'aménageur, c'est de regrouper un ensemble de fonctions pour répondre à toutes les demandes. On nous a fait la demande de logement, de commerce, d'équipement. Donc ça, c'est un peu les fonctions de base qui motivent un projet. Et puis, depuis un certain nombre d'années,
les questions environnementales se posent avec acuité et la nouvelle loi pose comme obligation de sauvegarder les fonctions de sol qui sont ciblées, qui sont 4 fonctions, qui sont ciblées par l'Europe d'ailleurs, puisque c'est à l'initiative de l'Europe en 2008 que zéro artificialisation nette a été initiée. Donc les 4 fonctions des sols, c'est une fonction agricole, d'alimentation, une fonction de stockage carbone, puisque un sol vivant stocke du carbone, et donc c'est toutes les racines, c'est aussi toute la chaîne du vivant, puisque la biologie est faite de chaîne carbonée, et quand on a du vivant, il y a du carbone. Donc, la troisième fonction, Ouais. On va changer de micro. Donc la troisième fonction, c'est celle de la biodiversité pour la santé des humains. Et puis la quatrième fonction, c'est la résilience climatique, puisque quand il y a infiltration de l'eau, évapotranspiration à travers les arbres et les plantes, la différence de température est de 6 à 8 degrés avec un îlot urbain de chaleur. Donc c'est bien l'évapotranspiration des arbres et des plantes qui fait baisser la température. On considère qu'un arbre a la puissance climatique d'une dizaine de climatiseurs individuels, pour vous donner des ordres de grandeur. Un arbre évapotranspire 300 litres d'eau par jour, jusqu'à 700 litres pour un grand chêne. Donc on est... Alors je vous donne ces exemples pour dire que d'où aujourd'hui on travaille sur des projets d'aménagement dans lesquels on va loger toutes ces fonctions, non seulement les fonctions urbaines, d'équipement public et de logement, de commerce et de services, mais aussi les fonctions naturelles des sols, puisque c'est une attente forte de nos concitoyens qu'on réponde à ce stress climatique et à leurs attentes. Et donc, ici, vous allez ce matin faire intervenir ensuite des personnes sur la question de mobilité, d'agriculture urbaine, sur la résilience climatique. Je viens de vous donner quelques grands chiffres, et sur la biodiversité également. Je voudrais quand même rappeler aussi en termes de grands enjeux quantitatifs. On parlait de 50 000 hectares par an qui étaient urbanisés. Le CEREMA vient de comptabiliser 17 000 hectares, donc c'est presque le tiers. Et pourtant, le discours est resté le même. Donc je pense qu'il y a derrière ces questions de quantité, en fait, un manque de compréhension du fait que notre territoire est habité en métropole pour 10% de la population à peine, 10 millions d'habitants, qui dans les villes de 100 000 habitants et plus, et on a 37 millions d'habitants, 10 millions d'habitants pour les villes de 100 000 habitants et plus, et 37 millions pour les villes de 2 000 à 100 000 habitants. Donc notre cœur de notre pays se situe bien dans ces villes dont on parle aujourd'hui.